Guillaume Duval. Bonjour Pierre. Merci Guillaume d'avoir accepté mon invitation. Guillaume, tu es ancien rédacteur en chef d'Alternative économique. Tu es aussi le cofondateur du Festival des idées avec Christian Paul, le festival qui a eu sa 3e édition de cet été. Et tu viens de publier L'Impasse, comment Macron nous mène dans le mur. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Tu y présentes Macron comme le représentant d'une aristocratie d'État endogamique, dis-tu. Tu fais le point sur toutes les caricatures aussi et les clichés qu'on a pu entendre tout au long de ce quinquennat dans la bouche du président Macron. Et tu les déconstruis, en tout cas tu déconstruis ces clichés et ces caricatures, que ce soit sur la fiscalité, l'emploi, le temps de travail ou même la prétendue fainéantise des Français. Tu dresses aussi le portrait d'une démocratie malade. On va y revenir, mais d'abord, 5 ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, qu'est-ce qu'on sait du macronisme? C'est quoi le macronisme? Je crois que le macronisme, c'est fondamentalement deux choses. D'une part, un profond mépris vis-à-vis du peuple. Donc l'idée que c'est les gens du bas de l'échelle qui sont responsables de nos difficultés économiques, sociales, parce qu'ils sont paresseux, ils travaillent pas assez, ils sont trop payés, les systèmes sociaux sont trop développés, etc., etc. Et l'autre chose, c'est un élitisme aristocratique formidable. Donc l'idée que c'est une élite très intelligente, en tout cas très diplômée, qui est seule légitime pour diriger le pays, parce qu'elle sait mieux que le peuple ce qui est bon pour son futur, et que donc elle a comme mission de le mettre en œuvre sans voir contre ce peuple s'il est trop con pour comprendre que c'est son bien qu'on veut. Je ne pense pas que Emmanuel Macron veuille faire le bien des très riches ou du capitalisme, etc. Je pense qu'il est sincère dans l'idée que ce qu'il défend est bon pour l'avenir du pays. Je pense qu'il se trompe complètement sur le diagnostic et sur les remèdes qu'il propose, mais je pense qu'il est sincère et qu'il pense faire ce qui est bon pour la France. C'est bientôt l'heure du bilan pour lui. Qu'est-ce qu'on va retenir du quinquennat d'Emmanuel Macron? On va retenir sans doute plusieurs choses. C'est vrai que la période qui vient de se clore, enfin, qui est en train de se clore avec le Covid-19, a changé un peu la nature de sa politique économique. Hein. Il a fait du quoi qu'il en coûte assez largement, même si c'est très inégalitaire. Hein. C'est du quoi qu'il en coûte pour les entreprises et assez peu pour les pauvres et pour les dépenses sociales. Donc c'est vrai que ça peut donner l'impression qu'il a changé d'idée par rapport au début de son mandat, où là c'était très clairement mettre en œuvre un programme très thatcherien classique, donc abaisser les impôts sur le revenu du capital et sur les très riches, diminuer les droits des salariés, restreindre les dépenses publiques, etc., etc. Mais je pense que ça va être une ambiguïté qu'il va avoir à trancher maintenant. Mais tout ce qu'on perçoit pour l'instant de ce qu'il veut faire pour la suite, c'est revenir au business as usual pour lui, en tout cas. C'est donc se remettre à diminuer les dépenses publiques, réformer les retraites, diminuer l'assurance chômage, etc., etc. Je vais me faire l'avocat du diable, mais si on regarde les indicateurs traditionnels, ceux qu'on juge aujourd'hui peut-être obsolètes, mais que si on les observe, on voit que la croissance repart, l'économie aussi, l'emploi aussi semble repartir. Le chômage, nous dit-on, n'a jamais été aussi bas depuis plus de 10 ans. Il a quand même de quoi se représenter avec un bilan plutôt positif, non? Donc au niveau du quoi qu'il en coûte, ça a eu un effet effectivement positif sur l'activité économique et les sujets sociaux, l'emploi, le chômage, etc., comme tu viens de le décrire. Ce qu'il y a, c'est que on verra ce qui se passe après les élections, si par malheur il est réélu, parce que c'est à ce moment-là que les additions se feront. La France est quand même le pays de l'OCDE où les entreprises sont les plus endettées aujourd'hui, hein, rapportées au PIB. Donc on est dans une situation qui est très fragile là-dessus. Les comptes extérieurs se sont pas redressés, l'innovation est toujours à la cave, l'université, la recherche vont toujours très mal et plutôt plus qu'avant qu'Emmanuel Macron prenne les affaires en main. Donc je ne crois pas du tout qu'il ait préparé l'avenir, mais c'est vrai que là pour l'instant il a injecté suffisamment de sous pour que ça se passe pas trop mal sur le plan économique et social. Comment tu expliques cette espèce de contradiction ou de paradoxe? Tu parles de mépris, tu dis qu'il nous entraîne dans le mur, tu parles d'impasse.
Et pourtant, il jouit de codes de popularité qui sont extrêmement élevés, en tout cas si on compare au moment donné de ce quinquennat par rapport à ses prédécesseurs. Comment on explique cette contradiction, ou tu l'expliques dans le livre d'ailleurs, c'était le mépris qu'est le sien vis-à-vis des Français, et pourtant, les sondages le donnent plutôt en bonne posture. C'est une mauvaise lecture des sondages. Les sondages le donnent aussi populaire aujourd'hui que l'était Nicolas Sarkozy en 2011. Bon, François Hollande est hors concours dans ce domaine-là, mais Édouard Balladur, à l'été 2014, il avait 58% de cote de popularité, beaucoup plus que Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc l'idée qu'il soit très populaire et exceptionnellement populaire, c'est vrai par rapport à François Hollande, mais ce n'est pas vrai vis-à-vis du reste. Par ailleurs, sa forte position dans les sondages tient pour l'instant, à mon sens, uniquement et principalement au fait qu'il n'y a pas d'alternative de gauche en particulier crédible. Je pense qu'il peut tout à fait s'effondrer, enfin je ne sais pas, mais en tout cas reculer fortement dans les sondages si une alternative de gauche crédible se dégage, si le nombre de candidats se réduit, parce que je crois que c'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui il apparaît encore pour beaucoup de gens, y compris à gauche, comme pouvant être un rempart, un moindre mal vis-à-vis de la droite très extrême droitisée aujourd'hui avec Zemmour, de l'extrême droite. C'est vrai que la situation est en fait beaucoup plus dangereuse politiquement aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 5 ans, même si le Front National lui-même, enfin le Rassemblement National est affaibli, hein, parce que la droite aujourd'hui est tellement extrême droitisée, radicalisée, comme on le voit avec la montée de Zemmour, que l'émergence d'un arc droite-extrême droite apparaît aujourd'hui très crédible, alors qu'il y a 5 ans, il y avait encore certaines formes de digne qui tenaient. Encore un mot sur la politique du quoi qu'il en coûte. Effectivement, on vient de traverser, enfin en tout cas presque la moitié du quinquennat d'Emmanuel Macron aura été marqué par cette crise sanitaire. Est-ce que tu dirais quand même que Emmanuel Macron a mené ou mène ou va nous mener, c'est son objectif, des politiques d'austérité? Si je mets à part la réforme de l'assurance chômage, qui faire un gain de 2 milliards, je crois 2 milliards d'euros sur le dos des plus précaires, est-ce que Emmanuel Macron s'inscrit dans cette lignée des politiques d'austérité telles que la doxa européenne l'impose aux États membres? Alors Emmanuel Macron, dans la crise sanitaire, en tout cas, il s'est inscrit dans une lignée autoritaire, verticale, jupitérienne. La manière dont il a mené la politique sanitaire durant la crise, enfin la politique de santé durant la crise du Covid-19 est extrêmement inquiétante pour l'avenir. Hein. Donc le Parlement a été mis complètement hors course, mais ça on avait déjà l'habitude, mais y compris le gouvernement a été mis hors course à travers donc cette invention du Conseil de défense sanitaire. Donc c'est de la folie en termes de concentration des pouvoirs. Ce qui s'est passé, c'était déjà l'homme qui avait mis dans la loi ordinaire les mesures qui résultaient de l'état d'urgence suite aux attentats de 2015, mais toute sa pratique du pouvoir, en particulier dans cette période, traduit enfin les inquiétudes qu'on peut avoir sur la suite en termes en tout cas démocratiques. Hein. Même quand il a essayé de faire genre je m'intéresse à ce que les Français pensent avec le grand débat national suite aux Gilets jaunes, on a bien vu quelle était sa conception de la démocratie participative. Hein. Donc c'est des citoyens triés sur le volet qui posent des questions sélectionnées auparavant et c'est le président de la République qui donne les réponses. Hein. Donc sur ce plan-là, je pense que ce qui vient de se produire confirme tout à fait les craintes qu'on peut avoir en matière de démocratie autour de l'action d'Emmanuel Macron. On va pas revenir sur tous les points que tu abordes parce que tu abordes de nombreux points et tu déconstruis, comme je le disais en introduction, un certain nombre de préjugés ou de préconçus préfabriqués sur les questions d'emploi, sur les questions de dette, d'économie d'une manière générale. C'est un véritable outil, en tout cas, de compréhension et d'argument pour tous ceux qui veulent penser ou en tout cas déconstruire ce discours. Mais tu termines ton livre sur une note d'espoir parce que tu dis qu'une autre France est possible. Tu reviens sur un point qui me paraît intéressant, ce sont les corps intermédiaires et la négociation collective. Est-ce que tu dirais qu'ils sont les grands absents de ce quinquennat? Oh,
Emmanuel Macron s'inscrit dans une tradition très française, hein, donc qui est celle effectivement de l'absence de corps intermédiaire. Donc on ne le sait pas forcément, mais la Révolution française a été un très grand moment de libéralisme économique et social. Hein, donc c'est les révolutionnaires qui ont supprimer les corporations, c'est les révolutionnaires qui ont interdit l'émergence des syndicats de salariés avec les lois d'Allard et Le Chapelier. Le syndicalisme français a mis plus d'un siècle à s'en remettre, en fait il s'en est jamais vraiment remis. Donc on est un pays où la tradition de négociation sociale est très faible. À partir du début des années 2000, il y avait eu un certain consensus droite-gauche pour revenir là-dessus, essayer de social-démocratiser la société française, donner plus de poids à la négociation sociale qu'à la loi sur les domaines de travail, d'emploi, etc. Donc c'était le MEDEF dirigé par Ernest-Antoine Seillière qui voulait ça avec la CFDT de Nicole Notat, mais la CGT de Bernard Thibault n'était pas non plus très opposée à tout ça, elle a marché aussi. Et donc la droite avait fait ça avec la loi Larcher de 2007, avec la réforme de la représentativité syndicale en 2008, etc. Bon, la droite n'avait pas vraiment suivi. Enfin, Nicolas Sarkozy en particulier était très macronien déjà dans sa pratique du pouvoir et s'était assis dessus assez rapidement. François Hollande avait essayé au début de son mandat de faire un peu dans ce genre-là, d'avoir des négociations. Il avait fait une première loi en 2013 qui résultait d'un accord intersyndical, enfin entre les syndicats et le patronat. Mais après, il avait lui aussi balayé les choses, notamment sous l'impulsion d'Emmanuel Macron. Et l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est vraiment l'enterrement de tout cet effort, c'est le retour à c'est l'État, c'est l'exécutif qui doit faire la loi dans le domaine social. Les corps intermédiaires sont balayés, y compris la CFDT qui était pourtant relativement favorable à Emmanuel Macron au départ, y compris le MEDEF d'ailleurs, qui était très hostile par exemple à la réforme, à la grande réforme sur les retraites qu'Emmanuel Macron voulait faire et veut toujours faire. Donc là, c'est une rupture majeure par rapport à un consensus qu'il y avait eu pendant une vingtaine d'années. Bon, c'est vrai que ça n'avait pas très bien marché, mais là, on revient vraiment à la politique jupitérienne, verticale dans le domaine du social. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la France a autant de mal dans la compétition internationale. Hein. Si l'Allemagne s'en sort mieux que nous, si la Suède, si les pays scandinaves s'en sortent mieux que nous, bien qu'ils aient un coût du travail très élevé, c'est parce que ça se passe pas du tout comme ça dans ces pays-là. La négociation sociale est très importante. Les salariés ont beaucoup plus de pouvoir qu'en France dans les entreprises. Non seulement en Allemagne, il y a 50% de représentants des salariés dans les conseils d'administration, mais en plus, les comités d'entreprise ont un pouvoir de veto sur la plupart des décisions managériales importantes. Si l'industrie allemande tient la route aujourd'hui, c'est d'abord parce que c'est le pays où les entreprises appartiennent le moins aux actionnaires dans le monde. Tu parles aussi des cendres de la social-démocratie et, je te cite, l'apparition de la mouvance écologiste. Comment tu expliques que la social-démocratie à la française, aujourd'hui incarnée par la candidature d'Anne Hidalgo, ne prend pas, comme ça a pu être le cas au Portugal, en Espagne, récemment on l'a vu avec les élections législatives en Allemagne, mais aussi en Italie avec les élections locales. Pourquoi les sociodémocrates dans ces endroits-là reprennent des couleurs et en France, ça décolle pas ? Je pense qu'il y a un problème général de la social-démocratie, hein, même s'ils reprennent des couleurs. Enfin, je veux dire, l'Allemagne, Olaf Scholz, c'est 25% des voix. Willy Brandt, c'était 45. Et même Gerhard Schröder, c'était 45 en 98. Donc ça reste quand même très difficile. Je pense qu'il y a un problème général de la social-démocratie. On avait pu penser, après la chute du mur, après l'effondrement du bloc soviétique, que la social-démocratie allait voir son heure de gloire, allait enfin gagner par rapport au communisme, etc., dans les pays occidentaux. En fait, c'est pas du tout à ça qu'on a assisté. C'est un déclin presque aussi profond de la social-démocratie que du communisme. Je pense que c'est lié à une des raisons principales que j'évoque dans le bouquin, c'est-à-dire que le discours sur l'unité du salariat ne peut plus marcher dans des sociétés où quasiment tout le monde est salarié, où les gens qui ne le sont pas, comme les médecins, sont en fait des quasi-salariés de la sécurité sociale, les agriculteurs sont des quasi-salariés de la politique agricole commune. Donc dans des sociétés où presque tout le monde est salarié, les contradictions internes à la société passent forcément à l'intérieur du salariat.
Donc tout le discours qui était commun aux socialistes et aux communistes sur l'unité du salariat face aux bourgeois, aux capitalistes, etc., Il faut y renoncer. ne tient plus la route. Et ce qui se passe, c'est que partout, en Allemagne, en Italie, en France, la social-démocratie, en fait, ne représente plus aujourd'hui qu'une fraction du salariat. Les cadres du secteur privé, du secteur public, pour l'essentiel, et les vrais prolétaires qui continuent à exister, qui se sont même plutôt développés avec la précarisation ces dernières années, eux ne se reconnaissent plus du tout là-dedans, ne marchent plus du tout dans ce discours sur l'unité du salariat. Si on veut que la gauche reconquiert le pouvoir, il faut s'adresser à ces gens-là, mais s'adresser à ces gens-là sous la forme d'une alliance de classe, pas en essayant de leur faire croire qu'ils ont les mêmes intérêts que tout le monde, mais en tenant compte de leurs intérêts à eux. Et tenir compte de leurs intérêts à eux, c'est difficile parce que ça implique forcément que les gens qui sont la base sociale aujourd'hui de la gauche du gouvernement vont devoir payer plus cher leurs femmes de ménage, payer plus cher leur repas au resto, avoir moins de place dans les filières d'élite du système scolaire et laisser un peu de place aux autres, etc., etc. Donc c'est pour ça que la gauche dit toujours qu'elle veut le faire, mais qu'elle a beaucoup de mal à le faire parce que ça implique des renoncements et des compromis coûteux pour sa base sociale. Encore un mot justement sur ce que tu viens de dire, parce que c'était ma question suivante. Tu viens de parler du mythe justement de l'unité du salariat et tu proposes à ça justement que la gauche s'adresse aux prolétaires en termes d'alliance de classe. Mais est-ce que ça veut dire que ça veut dire quoi en fait? Comment la gauche s'adresse à ces prolétaires en termes d'alliance de classe? Ça veut dire que c'est une reconnaissance qu'il n'y a pas une homogénéité dans le peuple, que justement on peut pas penser la politique comme étant le eux et le nous, l'élite contre la classe populaire, c'est ça en fait qu'il faut que la gauche intègre? Oui, je pense que le discours sur les 1% et les 99% est un discours assez trompeur. C'est vrai qu'il y a des 1%, c'est vrai qu'il faut les taxer beaucoup plus fortement sur leurs revenus, sur leur patrimoine, etc., etc. Mais ça ne règle pas toute la question. Si les ouvriers, si les employés, si les gens des petites villes et des zones rurales qui sont des salariés, si les gilets jaunes ont toujours du mal à se reconnaître dans la gauche politique, dans toutes ces nuances, que ce soit la FI ou le PC ou le PS, si ces gens-là ont du mal à se reconnaître dans la gauche politique, c'est pour ces raisons-là. C'est que la gauche de gouvernement en particulier a toujours fait la politique de considérer que dans les petites entreprises, il fallait pas embêter les patrons avec des droits sociaux pour leurs salariés, parce que c'était eux qui créaient des entreprises et que c'était déjà suffisamment difficile comme ça, c'est eux qui créaient des emplois. Donc les salariés des petites entreprises se sont sentis abandonnés à la fois par le syndicalisme et par la gauche politique, et à juste titre. Donc oui, il faut s'adresser à eux en termes d'alliance, pas essayer de leur faire croire que tout le monde a les mêmes intérêts et que les cadres du secteur public et les cadres du secteur privé et les ouvriers des PME de 10 salariés, c'est la même chose. Il faut donc construire quelque chose autour de ça. C'est vrai que c'est difficile dans la mesure où c'est pas du tout la tradition de la gauche syndicale et politique. Je l'ai dit, tu étais tu es à l'origine de la création de ce festival des idées, un festival qui a vocation à faire discuter l'ensemble des sensibilités de gauche, faire monter et faire émerger des propositions et des idées nouvelles. Tu penses, toi, aujourd'hui, en l'état actuel des choses telles qu'on les connaît, sur le terrain de départ de l'élection présidentielle, quels sont incompatibles, irréconciliables? Qu'ils sont irréconciliables les projets, les idées de gauche de Arnaud Montebourg à Jean-Luc Mélenchon, d'Anne Hidalgo à Yannick Jadot ou Fabien Roussel? Il est indéniable qu'il y a des nuances et des oppositions significatives sur plusieurs sujets. On les connaît, sur l'Europe, sur le nucléaire, sur la laïcité, etc. Mais je pense qu'on est tous d'accord, par contre, sur des sujets importants qu'il s'agit de placer, je crois, de nouveau au cœur du débat public, qui sont justement les sujets d'inégalité, de revenus, de pouvoir d'achat, y
compris en termes de réindustrialisation, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets, en tout cas quand on en a discuté au Festival des idées ou quand on en discute au sein de la primaire populaire, quand il s'agit de faire un socle commun ou des choses comme ça, on se rend compte que quand on discute honnêtement, quand on discute avec la volonté d'aboutir à des compromis, on y arrive. Hein. Donc il y a eu une expérience intéressante qui a été menée sur une des questions les plus difficiles qui y est aujourd'hui au sein de la gauche, qui est celle de la laïcité, de l'islam, de la manière de se situer. Donc on a réuni avec le Nouvel Obs des gens des deux camps pour discuter pendant un week-end. On voit que quand on est de bonne foi et qu'on veut discuter, sans renoncer à ses idées, on peut aboutir à des positions communes, y compris sur des sujets comme celui-là. Alors après, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ces différences servent de prétexte, enfin, c'est pas un prétexte, servent d'excuse. Ces différences qui sont réelles servent d'excuse pour ne pas chercher l'unité. Je pense que c'est malheureusement suicidaire si ça doit perdurer. J'ai une dernière question, Guillaume. Tu viens d'en parler, l'initiative de la primaire populaire. C'est une initiative qui propose un vote, ou plutôt un parrainage en ligne pour départager l'ensemble des candidats déclarés, mais aussi désignés par les votants de gauche et écologistes pour l'élection présidentielle. Comment est-ce qu'une telle initiative peut marcher alors que chacun des candidats, que ce soit Mélenchon, Jadot, Hidalgo, Montebourg, Roussel, ont dit qu'ils iraient jusqu'au bout? Qu'est-ce qui peut advenir de cette initiative? Donc chacun dit qu'il va jusqu'au bout, c'est normal. Pour l'instant, ils sont engagés dans une dynamique où en fait, ils ont choisi que ce soit les sondages qui les départagent. Chacun sait que tous n'iront pas jusqu'au bout, il faut trouver des financements, il faut trouver des signatures, donc ça ne se terminera pas heureusement par 7 ou 8 candidats sur l'arc de la gauche et des écologistes, mais le problème c'est que si on laisse simplement les sondages et faire ce tri, ça risque d'être trop tard, ça risque d'être dans des conditions négatives sur le plan de l'abandon des uns et des autres, et donc impossible de lancer suffisamment tôt une dynamique potentiellement gagnante pour la suite. Donc ce que permet ce processus de la primaire populaire, c'est d'organiser un départage civilisé plus tôt que ce que vont faire simplement les échecs des uns et des autres, avoir les signatures, le fric, etc. Et à permettre sur cette base, parce qu'il y aura eu un échange, un débat civilisé entre les différentes offres en présence, en tout cas c'est l'espoir d'avoir une dynamique unitaire qui se met en place derrière. Donc c'est un espoir, c'est pas forcément évidemment ce qui va se produire, mais je pense que en tout cas c'est une initiative qui mérite d'être soutenue, d'être tentée, parce que c'est probablement la seule qui permette d'avoir une chance de gagner l'an prochain. Merci beaucoup, Guillaume. Je rappelle, tu publies L'Impasse, comment Macron nous mène dans le mur. C'est un outil vraiment indispensable en ce moment, qui remet les pendules à l'heure et qui est un outil intellectuel aussi pour déconstruire les préjugés, le discours ambiant et surtout le discours d'Emmanuel Macron. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation.